Nicolas Dupont-Aignan est notre invité ce matin, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Président de Debout la France. Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur, a fait travailler ses filles comme assistantes parlementaires. Les premiers CDD ont été signés alors qu'elles étaient mineures. Doit-il quitter le gouvernement? Oui, si elles n'ont pas travaillé et s'il est vite prouvé que c'est un emploi fictif. Mais je vois pas comment on peut faire travailler des enfants mineurs. Donc François Hollande doit se séparer de lui. À mon avis, oui. En tout cas, c'est ce qu'il devrait faire s'il avait de l'honneur. Est-ce que vous avez regardé le débat d'hier soir? Non, puisque j'ai suffisamment protesté contre cette manipulation de l'opinion, cette manipulation de l'opinion, à présenter seulement 5 candidats alors qu'il y en a 11. Il faut être très clair. On change la Constitution. On met président du Conseil constitutionnel à la place de Monsieur Fabius, le président de TF1. Et puis c'est TF1 qui va choisir les candidats à l'élection présidentielle. Là, il y en avait 5. La prochaine, il y en aura 3. Puis à la fin, il n'y en aura plus qu'un. C'est ça la démocratie française. Donc je ne l'accepte pas. Je l'ai dit fortement. Beaucoup ont cru que c'était pour moi. Mais c'est pas que pour moi. C'est pour les Français. On a sans doute l'élection présidentielle la plus importante de la Ve République. Une des plus importantes. Le destin du pays va dépendre du choix des Français. Comment nos concitoyens peuvent-ils choisir s'ils n'ont pas l'éventail des candidatures, des projets, et s'ils ne peuvent pas comparer? Ils vont l'avoir puisque le prochain débat aura lieu ici même, je le 4 avril. Vous y participerez, donc vous ne regarderez pas, vous serez acteur de ce débat. Vous savez, à 11. Je suis impressionné, Jean-Jacques Bourdin, impressionné de l'écho. Je dis pas du soutien, c'est aux gens de juger. De l'écho qu'a eu mon geste quand je suis parti du plateau d'une chaîne concurrente. Je suis parti. Mais vous êtes parti de TF1. Parce que il y a un moment dans notre pays. Mais il est temps que les hommes politiques, mais pas seulement les hommes politiques. Vous l'aviez décidé, Nicolas Dupont-Aignan. J'en avais envie. J'en avais envie, mais je ne l'avais pas décidé. Bien. Non, attendez, je vais vous dire la vérité. Ouais, j'avais décidé de dire quelque chose de fort. C'est vous qui avez appelé TF1 pour être invité aux 20h? Non, c'est TF1 qui vous a appelé. Qui me poursuivait. Comment ça s'est passé? Qui me poursuivait pour m'inviter, pour compenser une partie du tort qu'il me causait en ne m'invitant pas. Oui. Et le CSA, une fois qu'au Conseil d'État, le Conseil d'État a dit que le référé était rejeté. Le référé, ça veut pas dire que j'avais perdu. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'urgence pour donner une injonction. Donc le Conseil d'État a donné raison à TF1. Pardon, Nicolas Dupont-Aignan. Pas sur le fond. TF1 a dit que c'était sur le fond. Le fond est renvoyé. Partiellement, mais qu'importe. À partir de ce moment-là, le CSA m'a dit, vous devez compenser, donc allez-y. Il vous invite, allez-y. J'ai dit, j'y vais. Et là, je me suis dit, je vais en profiter, je vais être franc avec vous. Faut être franc dans la vie. Je vais en profiter pour dire fortement ce que je pense. Oui. J'ai pris la décision de m'en aller quand, en arrivant, j'ai vu ces publicités permanentes sur la chaîne pour le débat pour 5 candidats, alors même que le matin, Jean-Jacques Bourdin, le Conseil constitutionnel avait publié la liste des 11 candidats. C'est-à-dire que le même jour, à quelques heures d'intervalle, il y a la règle, le droit, 11 candidats qui sont sélectionnés, comme pour les Jeux Olympiques, je dis souvent. Voilà, vous êtes sélectionné pour les Jeux Olympiques, vous arrivez sur la piste d'athlétisme, et puis il y a la chaîne de télé qui dit « Non, ceux-là, ils sont pas beaux, allez, vous dégagez, on en prend que 5 ». Mais c'est incroyable en démocratie. Et donc c'est là où j'ai dit je ne peux pas accepter. Donc avant d'entrer sur le plateau, quand vous avez vu ça, vous avez dit je me suis dit je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas rester. Et si je cautionne ça, ça veut dire quoi? Que je suis lâche, comme les autres. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on m'a dit. Vous savez ce qu'on m'a dit avant? Non. On m'a dit, tu sais, faut pas se fâcher avec une grande chaîne de télévision. Tu vas avoir des représailles, tu vas perdre du temps d'antenne. Il faut pas se fâcher avec eux. Eh bien. Je ne supporte pas cette injustice. Je ne supporte pas qu'on vole l'élection française. Vous n'êtes pas parti tout de suite, hein. Vous avez expliqué. J'ai expliqué parce que je ne suis pas là pour faire. Vous avez bien ménagé votre effet, quand même, non? Pour être président de la République, il faut savoir ménager ses effets. Ah bon, d'accord. Bon. Sinon, ça voudrait dire un joli coup de communication. Je ne pensais pas que ce serait un si
Franchement, soyons sérieux. Oui, mais c'est bien, ça prouve quoi derrière ça, monsieur Dupont-Aignan? Ça prouve que les Français attendaient un geste fort d'un homme politique courageux pour dénoncer la loi du plus fort qui règne dans notre société, au sommet comme à la base. Ce sentiment d'injustice. Vous savez, tout le monde, je suis sûr que vous l'entendez tous les jours sur votre chaîne. Le patron de PME qui gagne rien du tout et qui voit monsieur Ghosn, Carlos Ghosn, président de Renault, prendre 10-15 millions, je sais même plus, par an. Est-ce que vous avez vu que décalage, la fortune des 39 milliardaires français a progressé de 21%. Je dis bien de 21% en 2016, à comparer avec le pouvoir d'achat du français moyen. Pourquoi je propose sans arrêt cette relance du pouvoir d'achat des plus modestes? Ma mesure dont on me moque, 100 € par mois pour chaque retraité, 6 millions de retraités sur 15, 100 € de plus par mois. Pourquoi je le propose? Pourquoi je me bats? Parce que dans ma ville, parce que c'est peut-être la différence avec les autres, dans ma ville, un samedi matin, je rencontre une petite retraitée au café, et elle prenait un café, et elle me dit, vous savez monsieur, député, j'ai pas l'air comme ça, je suis bien habillé, j'ai tout. J'ai pas l'air, vous croyez que je vis bien? Je peux pas me payer un croissant. Je peux pas me payer un croissant. Vous l'avez offert? Oui, mais ça c'est pas le problème. Non mais d'accord. Ça je suis pas à me vanter. J'ai pas à me vanter de faire quelque chose de normal. J'ai posé la question comme ça au passage. Mais ce que je veux dire, c'est on ne peut pas continuer à avoir une société basée sur l'injustice. Je répète souvent cette phrase, je crois qu'elle est d'Auguste, alors si elle n'est pas d'Auguste, tant pis, c'est un empereur romain qui disait, vous pouvez tondre le peuple, c'est déjà pas très gentil, mais prenez garde à ne jamais l'écorcher. Les Français sont écorchés. On peut le tondre, mais pas l'écorcher, quoi. Oui, c'est ce que disait Auguste. Je ne veux pas le tondre, rassurez-vous. Ah bon? Mais mais je veux dire quoi? Oui, mais attendez, attention. Je veux dire quoi? Qu'aujourd'hui, le peuple français est écorché par tant d'injustices. Et cette injustice, elle est liée à des choix politiques. Cette injustice, elle tombe pas du ciel, Jean-Jacques Bourdin. Et on peut la corriger. Et ce que je veux expliquer aux Français, c'est que je la corrigerai, président de la République, par des mesures de bon sens, simples, qui sont possibles, parce qu'on a fait croire aux Français depuis des années, c'est ça le pire, que rien n'était possible, qu'on devait se coucher, ou alors aller dans l'excès. Eh bien, entre tout casser et rien changer, il y a une voie qui est la voie que je propose à cette présidentielle. Alors, si on vient au fond des choses, je vais venir sur l'agriculture, pour nos amis agriculteurs, pour l'hôpital public, pour l'école, on peut changer les choses avec un peu de courage politique. Et ce que j'ai voulu montrer à TF1, c'est que si dans notre société, les dirigeants avaient un peu plus de courage politique et ne cédaient moins aux lobbies, aux intérêts, au corporatisme, aux puissances d'argent, eh bien, les Français iraient beaucoup mieux. Bien, vous avez couru les plateaux de télévision et de radio depuis, j'ai fait même mon boulot. Chez Cyril Hanouna hier soir. Vous n'avez pas fait trop? Vous n'avez pas fait trop? Non. Bon, d'accord. Mais je vais vous dire pourquoi. Pourquoi je parlerai pas à tous les Français? Il n'y a pas de petit. Je veux pas qu'il y ait de petits candidats et de grands candidats. Je ne le supporte pas. Il y a que les Français qui décideront. Un seul qui sera le grand, qui sera élu. Et il n'y a pas de petits Français et de grands Français. Tous les téléspectateurs sont honorables, surtout quand on vient leur parler d'une injustice et quand on vient réveiller leur conscience républicaine. Alors hier soir, vous n'avez pas regardé le débat, mais moi je l'ai regardé. J'ai vu qu'en préambule du débat, c'est François Fillon qui a commencé. Ensuite, Emmanuel Macron a suivi et Marine Le Pen. François Fillon disant je regrette qu'ici nous ne soyons que 5, que les autres candidats n'aient pas été conviés. Quelle bande d'hypocrites. Hypocrite? Hypocrite, parce que s'ils avaient voulu qu'on soit plus nombreux, il suffisait qu'ils ne viennent pas au débat et qu'ils disent à TF1, écoutez, c'est pas bien, on va être plus nombreux. Non mais attendez, personne n'est dupe. C'est sympathique, hein, je suis honoré de leur sollicitude. À vous. Oh oui, vraiment. Mais je pense qu'ils préféraient pas que je sois là, voyez. Parce que j'aurais rappelé à certains, à monsieur Macron par exemple, ou à monsieur Fillon, mais déjà monsieur Macron, c'est pour ça que j'étais frustré de pas y être. J'aurais rappelé à monsieur Macron qu'il avait été l'inspirateur de la politique de monsieur Hollande, qu'il avait désindexé les pensions de retraite. Alors quand on entend parler des grands cinémas sur la retraite, c'est lui qui a désindexé les pensions de retraite, qu'il a fait la loi El Khomri, qu'il a été ministre de l'économie, qu'il y a eu 1 million de chômeurs quasiment de plus sous le quinquennat et 600 000 sous son mandat. Donc, ce qui ne va pas dans la vie politique, c'est cette absence d'esprit de responsabilité. Et quant à monsieur Fillon, quand même, il a été Premier ministre. Il a rien fait quand il était Premier ministre. Il était où? Il était caché sous la table? Il était où, Fillon?
Donc il y a un moment, je dis aux Français, tous, très simplement, j'aurais dit à Monsieur Fillon, j'ai vu un extrait, c'était impressionnant, j'ai vu un extrait, je veux le dire franchement, de 5 minutes sur la sécurité. Oui. Ben, j'aurais dit à Monsieur Fillon qu'on peut pas rétablir la sécurité si on recrute pas des forces de police. D'ailleurs, c'est lui qui en avait supprimé 10 000. Et j'aurais dit à Monsieur Fillon qu'on peut pas, lutter contre le djihadisme si on contrôle pas nos frontières. Ça, c'est impossible. Voilà. Et j'aurais essayé de rappeler certaines responsabilités. Mais ce ne sont pas ceux qui ont créé les problèmes, Jean-Jacques Bourdin, qui vont les résoudre. C'est impossible. Ce ne sont pas des gens qui ont un schéma de pensée qui vous disiez tout à l'heure. Alors justement, je vais dans votre sens. Vous disiez tout à l'heure, cette élection présidentielle n'est pas comme les autres. C'est un tournant, tournant de la vie politique. Peut-être un tournant de la vie politique. Premier débat avant même le premier tour de la présidentielle avec une partie des candidats. Il va y avoir le prochain débat le 4 avril avec tous les candidats. On n'a jamais vu ça dans une élection présidentielle. On n'a jamais vu aussi les deux partis de gouvernement si contestés. Auparavant, c'était pas compliqué. Nous avions l'alternance. La droite, la gauche, la gauche, la droite, la droite, la gauche. Vous connaissez la phrase de Philippe Séguin. Allez-y. Qui disait les deux détaillants, les deux commerces, s'approvisionnent chez le même grossiste. C'est les mêmes produits. Et ça commence à se voir. Alors ça veut dire que la Cinquième République est en train de mourir? Ça veut dire quoi? Elle a été trahie. C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Oui. Il dit maintenant il faut une 6e République. Oui, mais c'est pas parce que vous allez changer le numéro que ça va changer quelque chose si vous ne changez pas l'esprit. Pourquoi elle a été trahie? Parce qu'ils s'approvisionnent, selon l'expression de Philippe Séguin, chez le même grossiste, ces deux partis. Quel est le grossiste? On le connaît. C'est l'Union européenne. C'est pas l'Europe, c'est l'Union européenne. J'insiste là-dessus. Parce qu'aujourd'hui en France, dès qu'on critique l'Union européenne, c'est-à-dire ce système fou des travailleurs détachés par exemple, de la concurrence déloyale, du nivellement par le bas, de la misère sociale, eh bien on est accusé d'être contre l'Europe. Non, on peut reconstruire l'Europe. Eh bien, c'est ce système. Et ce qui est impressionnant, et c'est pour ça que le débat d'hier soir tournait, d'après ce qu'on m'a dit, un peu à vide, c'est que Monsieur Fillon, Monsieur Macron, la conclusion, je vais être honnête, les 5 minutes de conclusion, et un peu plus, un quart d'heure, allez. Eh bien, ils peuvent pas changer. Monsieur Fillon, Monsieur Macron, en vérité, ils obéissent à un cadre. Donc ils changeront rien. Donc les deux partis de gouvernement sont morts. Ce sont des astres morts. Et les Français commencent à s'en apercevoir. Mais les deux candidats des primaires sont en difficulté. Mais oui, mais c'est normal. C'est normal, pourquoi? Mais parce qu'ils ont gouverné 20 ans. Et qu'ils ne veulent pas changer de recette. Et que les Français sont pas idiots. Quand vous vous faites avoir plusieurs reprises, eh bien, vous pouvez pas vous faire avoir éternellement. Donc, la question majeure aujourd'hui, c'est pas de savoir si on continue avec Monsieur Macron ou Monsieur Fillon. La question de savoir, c'est de savoir par quoi on les remplace. Alors, est-ce qu'on les remplace par une offre sérieuse que je propose, ou est-ce qu'on les remplace par des rêves qui peuvent se fracasser? Je vais vous c'est ça l'enjeu de la présidentielle. De nouvelles propositions que vous faites, mais auparavant, je voudrais parler quelques mots de souverainisme. Est-ce que aujourd'hui le clivage droite-gauche est remplacé par un autre clivage, ceux qui sont plutôt souverainistes, plutôt pour une indépendance de la France vis-à-vis de l'Union européenne, et d'autres qui sont plutôt pro-européens. C'est ça le vrai clivage aujourd'hui dans cette élection? Bien sûr. Mais il y a plusieurs forme de patriotisme. Oui, parce que les identitaires d'extrême droite, sont favorables à une Europe blanche, fermée à toute immigration, d'où qu'elle vienne. Mais vous savez que l'extrême droite, c'est une forme de souverainisme. L'extrême droite traditionnellement était très européiste, européenne. Il voulait même la faire avec Hitler. Donc, vous savez, l'indépendance de la nation, et c'est ça la confusion majeure de notre époque. L'indépendance de la nation, c'est profondément révolutionnaire au sens noble du terme. C'est rendre le pouvoir au peuple. Mais ça ne veut pas dire la fermeture. Je ne cesse depuis 10 ans d'expliquer aux Français qu'on peut être patriote et rassembleur, qu'on peut être patriote et se projeter dans l'avenir. Mais alors est-ce que Marine Le Pen est patriote et souverainiste? Elle est patriote, je ne vais pas lui dénier ça. Mais nous n'avons pas le même projet de société. Et j'en ai assez, vous le savez bien, que à chaque interview, on essaye de me cornériser. Pas vous particulièrement, mais toujours. Mais c'est pas la faute des journalistes. C'est parce qu'on a mis dans la tête des Français,
depuis tant d'années, qu'aimer la France, avoir le drapeau, croire en la France, c'était un peu ringard et un peu passéiste. Et bien, au XXIe siècle, les nations qui s'en sortent économiquement, qui luttent mieux contre le terrorisme, qui sont protégées, ce sont des nations qui ont conscience de ce qu'elles sont, de leurs valeurs, de leur histoire, de ce qu'elles veulent défendre. C'est comme une personnalité, Jean-Jacques Bourdin. Est-ce que on est heureux dans l'esclavage? Est-ce que vous connaissez la fable du chien et du loup de La Fontaine qu'on apprenait à l'école? Eh bien, je veux un pays libre. Et je dis aux Français qu'il faut oser la liberté, mais que je vais leur proposer cette liberté dans un esprit serein et calme. Et ça va changer. Bien. Et c'est là la révolution de ma candidature. Et c'est pour ça que je veux parler aux Français. Et que je veux leur dire, il y a une voie possible. Bien, je vais parler d'une nouvelle proposition que vous faites, baisse de charges ciblées pour les entreprises investissant en France. Oui. J'ai vu cela. Oui. Oui, c'est-à-dire combien, quelle baisse de charges? C'est très Expliquez-nous. Je pars d'abord d'une leçon. Oui. On a déversé 40 milliards de baisse de charges sous François Hollande. 40 milliards. Ça n'a pas créé un emploi. La Poste, les grandes banques, la grande distribution ont amassé l'argent. Moi, je propose une baisse de charges ciblée uniquement sur les entreprises qui investissent en France et en privilégiant les indépendants et les PME, ceux qui sont sur le terrain. Enfin, les indépendants et les PME investissent en France, oui, parce qu'ils sont en France. Mais, ils ne travaillent pas à l'export. Sauf qu'il y a beaucoup de PME, de grosses PME qui commencent à délocaliser, qui font venir des travailleurs détachés, qui coûtent beaucoup moins cher. Et je veux une division par 2 de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis. Je me suis inspiré d'une mesure qui a marché, le crédit impôt recherche, qui a permis de relocaliser les chercheurs en France. C'était Sarkozy qui avait pris cette bonne mesure. Eh bien, je veux étendre ça sur une forme de crédit impôt production. On va doper les entreprises françaises. On va faire un bonus. En revanche, celles qui délocalisent, eh bien, rien. Il faut que le chef d'entreprise sache que s'il investit en France, il sera favorisé. Ajoutez à cela ma mesure sur les commandes publiques. 75% des commandes publiques réservées aux entreprises qui produisent en France. Pas obligatoirement françaises, qui produisent en France. Ce que font les Américains, ce que font les Japonais, ce que font tous les pays du monde. Ajoutez à cela la petite étiquette sur chaque produit disant la part du fabriqué en France, pour que le consommateur sache ce qu'il fait. Eh bien, si vous prenez toutes ces mesures, vous allez favoriser ceux qui viennent dans notre pays et obligatoirement il y aura de bons résultats. Alors, combien ? Je dis 1 million d'emplois relocalisés en 5 ans. C'est un objectif. Il faudra l'atteindre. Mais il faut se donner les moyens. Alors, vous parlez d'emploi. Je vais terminer avec l'un des sujets abordés hier soir lors du débat, malheureusement un peu trop tard. Il s'agit du temps de travail. Et je pense à toutes celles et ceux qui travaillent, qui nous regardent. Vous êtes président de la République. Combien de temps travaillerons-nous? Pareil, je ne change pas. Vous ne changez pas les 35 heures. J'arrête le yo-yo. Je l'assouplis. Je change pas. Vous J'ai pas envie de revenir. La durée légale. Oui, pourquoi? Je veux simplement l'assouplir par la défiscalisation des heures supplémentaires, qui était une très bonne mesure qui a marché. Quand quelque chose marche, on le garde, on le reprend, qui va donner de la souplesse aux PME, qui va permettre aux Français de voir récompenser le travail. Mais je mets en garde les Français. Que ce soit Monsieur Macron, qui veut créer le SMIC jaune, ça veut dire la baisse, c'est-à-dire la baisse de la rémunération, faut être clair, qui veut proposer l'augmentation de la CSG. C'est écrit. Ou Monsieur Fillon qui veut revenir à 48 heures. Non, il n'a pas dit 48 heures. Mais 48 heures, c'est écrit. Il veut revenir. 48 heures, c'est réglementairement le maximum d'heures de travail en Europe. En l'absence d'accord d'entreprise, Monsieur Fillon veut aller au maximum de l'Europe, c'est-à-dire qu'il dit ça sera le maximum européen, 48 heures. Vous savez de quand ça date, 48 heures? C'est Clémenceau, avant la guerre de 14, qui a imposé les 48 heures. Je n'accepte pas, comme gaulliste social, de revenir un siècle en arrière. Je ne l'accepte pas. Et ce n'est pas à chaque entreprise de décider. Ce sera des accords de branche. En revanche, il faut de la souplesse pour les entreprises en récompensant ceux qui bossent. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'être venu nous voir ce matin.